Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence aujourd'hui sur la loi immigration. Quels sont les impacts sur l'embauche des étrangers dans votre entreprise? Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à cette webconférence où je suis accompagnée de Kevin Lemoyec. Donc Kevin, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Donc moi je suis Kevin Lemoyec, je suis juriste spécialisé en droit social chez Jury Travail Entreprise et je fais partie de l'équipe de 5 personnes qui répond à l'ensemble de nos abonnés lorsqu'ils ont des questions en droit du travail ou sur n'importe quel sujet. Merci beaucoup, Kevin. Donc, nous travaillons tous les deux pour Jury Travail. Qu'est-ce que Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes, dont du coup Kevin, et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité pour rédiger pour vous des dossiers, des modèles de contrats, des modèles de lettres qui vont vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et nous en sommes très fiers, mais nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services au quotidien. Donc, quels sont-ils nos services? Nous avons créé 2 formules spécialement pour les professionnels, la formule Pro et la formule Premium, qui va vous permettre de contacter un juriste, donc comme Kevin, qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le modèle de droit. Vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de notre base documentaire, bien évidemment à jour des derniers textes de loi, et profiter de votre convention collective toujours à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de la webconférence à aller sur le site de Jury Travail et Elodie va vous envoyer également le lien pour découvrir du coup nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir embaucher un salarié étranger. Vous pouvez avoir besoin d'embaucher un salarié étranger pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est dû à une pénurie de main-d'œuvre? Vous avez besoin d'un savoir-faire spécifique ou encore vous avez besoin ou envie de vous internationaliser? Embaucher un salarié étranger répond à une procédure bien précise. Le 19 décembre 2023, vous le savez, la loi immigration a été définitivement votée par le Parlement et elle modifie un petit peu, du coup, cette procédure pour l'embauche d'un salarié étranger. Donc, évidemment, nous allons voir quels sont les impacts sur la procédure, quels sont les métiers qui sont considérés comme en tension et est-ce qu'il existe depuis cette nouvelle loi de nouvelles sanctions suite au recours à un travailleur sans papier. C'est un très vaste sujet que l'embauche d'un salarié étranger et nous allons le traiter en 10 points. Donc, le premier point, les mesures, je viens d'en parler, de la loi immigration. Ensuite, comment embaucher un salarié étranger sans papier. Kevin, ensuite, va nous faire le point sur les différents titres de séjour et les autorisations de travail. Nous allons faire le point également sur quelles sont vos démarches et les formalités pour embaucher un travailleur étranger qui est déjà présent en France. Qu'est-ce que la procédure d'introduction? La taxe, bien évidemment, les dispositions temporaires applicables aux ressortissants ukrainiens, dans une autre partie aux ressortissants algériens, car vous savez, il y a des spécificités pour ces 2 nationalités. Kevin nous parlera ensuite de l'embauche des étudiants étrangers et nous terminerons la webconférence sur un vrai-faux avec des cas concrets très opérationnels que vous allez pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement, je vais y arriver, dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webconférence. Mais avant de commencer pour notre première partie, un petit sondage que je vais vous soumettre tout de suite, auquel, vous allez pouvoir répondre. Un salarié avec un titre de séjour européen mais non français peut-il travailler en France? Oui,
non. Vous aurez du coup la réponse en fin de webconférence par Kevin. Du coup, Kevin, on peut y aller si tu le veux bien, avec notre première partie sur les mesures concernant les métiers en tension et les sanctions en cas de recours à des travailleurs sans papier. Quelles sont les nouveautés concernant les métiers en tension, s'il te plaît? Alors, on a essentiellement deux nouveautés. Une nouveauté issue de cette loi de décembre dernier et une nouveauté un peu plus marginale qui a eu lieu ces dernières semaines. Alors, je parle tout de suite de cette dernière nouveauté, c'est le rajout d'un certain nombre de métiers agricoles dans la liste des métiers en tension qui concerne l'inopposabilité de l'emploi, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. L'autre grosse nouveauté, c'est donc cette fameuse loi de décembre dernier qui va permettre de régulariser, mais attention, à titre exceptionnel et de façon temporaire, des travailleurs étrangers présents en France de façon généralement illégale, à partir du moment où ils exercent une profession dans un métier en tension. Il s'agit d'une disposition provisoire qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2026 et qui a une énorme nouveauté, c'est que cette procédure de régularisation n'implique aucune participation de l'employeur. Alors c'est très important parce qu'avant, on avait une procédure de régularisation exceptionnelle par le travail qui permettait de régulariser des travailleurs sans papier parce qu'ils travaillaient en France. Mais c'était une procédure qui était assez peu utilisée parce qu'en réalité, ça revenait pour l'employeur à contacter l'administration, à dire « j'ai recruté un salarié de façon totalement illégale, est-ce que vous pouvez le régulariser ?» Donc, pas beaucoup d'employeurs le faisaient, même si ça n'entraînait pas forcément des contrôles derrière, mais peu d'employeurs le faisaient. Donc là, cette nouvelle procédure, elle s'adresse non pas à l'employeur, mais directement aux travailleurs qui peut faire sa demande de régularisation exceptionnelle sous certaines conditions qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, l'employeur n'intervient pas dans cette demande. Merci beaucoup, Kevin. Et quelles sont les conditions de validité de l'autorisation de travail? Alors, c'est là que les choses se corsent un peu plus. Cette loi, à la base, était destinée à régulariser de façon exceptionnelle un certain nombre de salariés, de travailleurs dans des métiers en tension. Mais en réalité, les décrets qui ont suivi ont quand même considérablement réduit cette possibilité. Donc, pour pouvoir se voir délivrer cette carte de séjour temporaire qui est d'une durée d'1 an, il y a 3 conditions à remplir. La première, c'est qu'il faut avoir exercé une activité professionnelle salariée dans un des métiers figurant sur cette liste des métiers en tension pendant au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois. Donc tout cela se prouve un petit peu par tout moyen, mais notamment par des bulletins de salaire. Donc pour ça, il ne faut pas travailler forcément au noir pour pouvoir bénéficier de cette procédure. Il faut pouvoir démontrer qu'on a fait, que le travailleur a travaillé dans un des métiers de la liste en tension pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois. Donc ça, c'est un petit peu la première condition, donc bulletin de salaire pour prouver. S'il n'y a pas de bulletin de salaire, normalement il devrait y en avoir, mais au cas où, le préfet peut également regarder d'autres modes de preuve. La deuxième condition, c'est d'occuper au moment de la demande ce métier. Et la troisième condition, c'est justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France. Alors attention, parce que là aussi il y a un piège. Les périodes où la personne a été en France, mais sous couvert d'un titre saisonnier, étudiant ou demandeur d'asile, ne sont pas prises en compte. Donc comme vous voyez, il y a 3 conditions à remplir, mais en réalité ces conditions sont quand même assez restrictives, ce qui fait que on n'est pas forcément sûr que cette procédure va avoir un immense succès. Notamment les feuilles de paie, ça veut sous-entendre quand même qu'il faut avoir un salarié qui a été présent illégalement sur le sol français, mais qui travaillait tout en étant déclaré. Alors comment le déclarer? Peut-être avec des faux papiers. Donc ça voudra aussi dire que l'employeur n'aura pas fait vérifier le titre de séjour auprès de la préfecture, donc aura aussi commis une faute. Donc on est sur quelque chose qui effectivement va être difficile à appliquer, mais par contre qui ne dépend plus de l'employeur, mais qui dépend uniquement du candidat au titre.
Merci beaucoup, Kevin. C'était très clair. On peut commencer du coup notre seconde partie sur comment embaucher un salarié étranger, cette fois-ci sans papier, et quelles nationalités de travailleurs peuvent être autorisées à travailler en France sans autorisation. Alors ça, c'est simple. Les nationalités, alors on parle bien de nationalité, hein, donc vraiment avoir la nationalité de ces États et non pas un titre qui ressort d'un de ces États. Donc, ne sont pas obligés de détenir une autorisation de travail, donc peuvent travailler en France sans autorisation l'ensemble des ressortissants des États membres de l'Union européenne qui ne sont plus soumis à une période transitoire, ainsi que les membres de leur famille. Cette période transitoire peut avoir une importance parce qu'un État qui intègre l'Union européenne se retrouve dans une période transitoire et donc ses ressortissants ne sont pas libres d'aller travailler immédiatement dans un autre État de l'Union européenne. Donc ce sont l'ensemble des États de l'Union européenne auxquels il faut rajouter les 3 États partis à l'accord sur l'espace économique européen, c'est-à-dire la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, ainsi que les ressortissants de la Confédération helvétique, donc de la Suisse, qui, eux, peuvent travailler en France sans aucune autorisation, suite à l'accord franco-suisse du 21 juin 1999. Donc ce sont les 3 seuls cas, donc essentiellement des ressortissants européens, hein, qui peuvent, ou d'un pays très proche de l'Union européenne, type Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande, qui peuvent venir travailler en France sans la moindre autorisation. Un document d'identité suffit. Merci, Kevin. Et qu'est-ce que l'inopposabilité à la situation de l'emploi? Alors, l'inopposabilité à la situation de l'emploi, c'est quelque chose de très important qu'on va voir à partir du moment où on fait une demande d'autorisation de travail. Donc, un salarié qui, forcément, n'a pas de document lui permettant de travailler en France. Pourquoi il y a cette inopposabilité à la situation de l'emploi? C'est tout simplement, grosso modo, l'idée est que vous ne pouvez pas venir travailler en France si vous êtes sur un métier où on a beaucoup de candidats. Donc, l'inopposabilité à la situation de l'emploi, c'est ce principe. Quand vous faites votre demande d'autorisation de travail, on va vous opposer la situation d'emploi. C'est-à-dire, soit vous déposez pendant 3 semaines une annonce chez France Travail, et j'insiste, chez France Travail, pas chez Indeed ou autre. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas de candidat sérieux, vous pouvez faire votre demande d'autorisation de travail. Soit vous êtes sur des cas de dérogation. Et ces cas de dérogation, on en a 3. On a les métiers en tension, ce fameux arrêté du 1er avril 2021 qui va lister un certain nombre de métiers en fonction des régions où on estime que ce sont des emplois tendus, donc l'employeur peut faire directement sa demande d'autorisation sans déposer une annonce chez France Travail. Et donc c'est là où vous avez eu les métiers agricoles qui ont été rajoutés. Vous avez également un certain nombre de cas où cette opposabilité de l'emploi n'est pas demandée, comme par exemple les étudiants étrangers qui ont une carte recherche d'emploi ou création d'entreprise, dès lors que leur rémunération est supérieure à 1,5 SMIC. Mais ça reste des cas beaucoup plus marginaux. Le deuxième cas où on va avoir une absence d'opposabilité de la situation de l'emploi, ça va être les ressortissants de tous les États avec lesquels la France a signé un accord sur les flux migratoires. Je vous donne un exemple. Par exemple, la France a signé avec la Tunisie un accord bilatéral qui va fixer une liste des métiers en tension. Par exemple, dans les métiers de la restauration ou même un poste de juriste, par exemple, un candidat tunisien, l'employeur peut faire une demande d'autorisation de travail pour un candidat tunisien sans avoir besoin de mettre pendant 3 semaines une annonce chez France Travail. Et enfin, on a certaines activités professionnelles spécifiques où il n'y a pas besoin de cette situation, de ce critère de la situation de l'emploi. Et ça découle de façon un petit peu logique, c'est tout ce qui est artiste, mannequin, interprète de conférences, dans la médecine, des assistants de langue ou autres. Ce sont des catégories très particulières où, évidemment, je dis n'importe quoi, vous voulez faire un film, vous avez besoin d'un certain acteur, il est évident qu'on ne va pas vous opposer à la situation d'emploi, alors que vous avez déjà un acteur, par exemple, un comédien en tête.
Merci beaucoup, Kevin. On va pouvoir passer à notre troisième grande partie sur les titres de séjour et les autorisations de travail. Et première question, quel titre de séjour ou visa confère automatiquement une autorisation de travail? Alors, cette question est assez importante parce que la première chose à vérifier lorsqu'on a un candidat, c'est est-ce qu'il a un titre de séjour. Évidemment, un candidat qui est en France de façon légale, quel est son titre de séjour? Un certain nombre de titres de séjour dispensent de l'autorisation de travail, c'est-à-dire que tout simplement, son titre de séjour est amplement suffisant pour le faire travailler. Il n'y a pas de démarche à effectuer auprès de l'administration en dehors de la vérification de ce titre. Ces titres de séjour, ils sont listés dans un article du Code du travail, c'est l'article R5221-2. Donc cet article R5221-2 vous donne la liste de l'ensemble des titres qui dispensent d'autorisation de travail. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste parce que c'est un petit peu long, mais on a par exemple la carte de séjour temporaire vie privée et familiale, on va avoir le passeport talent qui est assez important. On a le titre étudiant qu'on verra tout à l'heure avec certaines limites, la carte recherche d'emploi ou création d'entreprise, les titulaires d'un visa vacances-travail qui peut être assez intéressant, notamment dans les zones touristiques, avec la saison touristique qui approche et les difficultés de recrutement. Un candidat qui a un visa vacances-travail peut venir travailler sans avoir besoin d'autorisation de travail. Un certain nombre d'activités qui ont une durée de moins de 2-3 mois, etc., etc. Donc, je vous rappelle cet article qui est très important. L'ensemble de cette liste de titres qui dispensent d'autorisation de travail est fixé à l'article R5221-2. Il suffit juste d'aller le consulter et vous pourrez vérifier très facilement si le titre est dispensé ou non d'autorisation de travail. Merci Kevin, c'était très clair. Et pour quel type de contrat l'autorisation de travail n'est-elle pas obligatoire? Alors, c'est une autre condition, une autre possibilité, car il y a effectivement un certain nombre de contrats où il n'y a pas besoin d'autorisation de travail. Et là aussi, en fait, c'est très logique. Sont dispensés d'autorisation de travail tous les contrats qui ont une durée inférieure ou égale à 3 mois dans un certain nombre de domaines. Donc, ça va être tout ce qui est manifestations sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, ce qui est assez logique. Là, par exemple, on a la Coupe d'Europe de rugby ce week-end. Des équipes étrangères qui sont des joueurs salariés viennent en France pour jouer, n'ont pas besoin d'autorisation de travail. Les Jeux Olympiques, il n'y a pas forcément beaucoup de salariat, mais ça pourrait être également le cas. Donc, manifestations sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, moins de 3 mois, pas besoin d'autorisation de travail. Tout comme les colloques, séminaires, salons professionnels, c'est pour l'attractivité du pays. Pour organiser des séminaires, des salons, les gens peuvent venir travailler sans autorisation de travail, ça dure généralement moins de 3 mois. Tout ce qui est production, diffusion cinématographique, audiovisuel, spectacle, pour les artistes, personnel technique, attaché à la production ou à la réalisation, c'est aussi logique. C'est pour l'attractivité du pays en termes de tournage. Ça permet à des artistes de venir travailler en France sans cette autorisation de travail. Idem pour le mannequinat, pose artistique, service à la personne, donc tous les employés de maison pendant le séjour de leur employeur en France, un certain nombre de missions d'audit et d'expertise ou d'activités d'enseignement. Donc vous avez un certain nombre de domaines d'activité où il n'y a, de façon logique, pas besoin d'autorisation de travail pour ne pas justement créer un frein à l'attractivité du pays. Merci Kevin. Et dernière question de notre troisième partie, quelle est la différence entre la procédure d'introduction et celle de changement de statut? Alors ça, c'est une différence assez importante où on rentrera dans les détails tout à l'heure. Mais il faut, en fait, la différence est extrêmement simple, mais il faut toujours l'avoir en tête lorsqu'on fait un recrutement parce que il peut y avoir quelques petites différences en termes de procédure. La procédure d'introduction, c'est tout simplement lorsque le candidat n'est pas en France et qu'on a besoin de le faire venir en France pour travailler. Alors que la procédure de changement de statut, c'est que le candidat est en France de façon légale, mais n'a pas la possibilité de travailler parce qu'il n'a, par exemple, pas un bon titre de séjour le lui permettant. Et dans ce cas-là, on va faire cette demande d'autorisation de travail pour qu'il puisse travailler. Donc, c'est la grosse différence. Procédure d'introduction, la personne est à l'étranger. Changement de statut, la personne
est en France de façon légale. Ce sont les deux procédures, plus cette troisième qu'on a vue au tout début, cette nouvelle procédure issue de la loi de décembre 2023 qui permet de régulariser de façon exceptionnelle pour les métiers en tension. Merci beaucoup, Kevin. Avant de commencer notre quatrième partie, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, du coup, qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est beaucoup plus simple pour Kevin et moi, du coup, de les avoir et de pouvoir vous répondre. Et Elodie vous a envoyé le lien, mais nous avons un guide complet sur l'ensemble de la procédure d'embauche d'un salarié étranger. N'hésitez pas à télécharger ce guide-là. Il répondra à toutes vos questions en complément pour aller plus loin de ce que nous apprend aujourd'hui Kevin. Donc, quatrième grande partie, quelles sont les démarches et formalités pour embaucher un travailleur étranger déjà présent en France ? Donc, votre salarié étranger déjà présent en France de façon légale, je précise bien cela parce que sinon ça n'est pas un changement de statut. Donc, de présent en France de façon légale, première chose à faire, c'est de vérifier quel type de séjour il a. Si jamais il est sur un titre de l'article qu'on a évoqué tout à l'heure qui dispense d'autorisation de travail, dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est de vérifier le titre de séjour, son authenticité, via ce qu'on appelle une procédure d'authentification. Cette procédure se fait par mail auprès de la préfecture de l'établissement où il va travailler. C'est très simple, on envoie la copie recto verso, n'oublie pas le verso, du titre à la préfecture par mail. L'adresse mail, on peut la trouver assez facilement sur Internet, autrement il suffit juste d'appeler le standard et ils répondent assez rapidement là-dessus. On leur envoie au moins 3 jours avant le début du contrat et ensuite, l'employeur, on considère qu'il a rempli son obligation. Pas s'attendre à une réponse de la part de la préfecture. La préfecture ne répond que si le titre est faux. Et souvent, malheureusement, ils répondent trop tard. Le salarié a déjà commencé. Mais dans ce cas-là, c'est un licenciement pour faute grave, avec suspension immédiate, donc mise à pied conservatoire immédiate. Donc ça, c'est lorsque le candidat a un titre de séjour qui le dispense d'autorisation de travail. Lorsque ça n'est pas le cas, il faut donc faire ce changement de statut via une demande d'autorisation de travail. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Avant de faire ce changement de statut, de faire cette demande d'autorisation de travail, il faut vérifier s'il n'y a pas cette problématique d'inopposabilité de l'emploi. Donc, soit on est sur un métier en tension, soit on est sur une convention bilatérale, et dans ce cas-là, on peut faire directement sa demande. Si ça n'est pas le cas, il faut déposer pendant 3 semaines son annonce chez France Travail. Plus chez Pôle emploi, pardon. Donc, toujours vérifier cela dans un premier temps. Est-ce qu'il y a la situation de l'emploi qui est opposable ou non? Ensuite, une fois qu'on fait sa demande d'autorisation de travail, c'est très simple, ça se fait en ligne sur une téléplateforme où on remplit toutes les étapes, on envoie et l'administration a jusqu'à 2 mois pour répondre. En cas d'absence de réponse, c'est un rejet. Ils peuvent répondre rapidement. Dans certains cas, ça se fait en quelques jours. Dans d'autres, c'est un petit peu plus long. Il faut toujours garder à l'esprit que parfois, il y a des enquêtes qui sont faites sur les candidats pour pouvoir vérifier ses antécédents. Donc, ça peut être plus ou moins long, cette procédure. Et une fois qu'on a son autorisation de travail, eh bien, c'est bon. On donne copie de cette autorisation au candidat et le candidat va à sa préfecture pour son changement de statut. Et ça s'arrête là, ensuite on peut le recruter. Merci beaucoup Kevin. Comment faire venir un salarié étranger en France pour travailler et qu'est-ce que la procédure d'introduction? Alors là, il y a 2 possibilités au niveau de cette procédure d'introduction. La première possibilité, c'est, on va dire, une procédure d'introduction un petit peu classique. Donc, la personne est à l'étranger. En tant qu'employeur, on fait la même demande d'autorisation de travail dans les mêmes conditions sur la téléplateforme. Donc, après vérification des métiers en tension ou dépôt d'une annonce pendant 3 semaines chez France Travail. Et on fait sa demande d'autorisation de travail sur la même plateforme. La petite différence, c'est qu'il est assez fréquent que, dans ce cas-là, l'administration vous recontacte pour pouvoir vous demander de démontrer que la personne est bien à l'étranger, par tout moyen. Juste la petite différence qu'il va y avoir au niveau de la demande d'autorisation de travail.
Ensuite, dans les mêmes délais, l'administration apporte sa réponse dans un délai de 2 mois. Pas de réponse, c'est un refus. Et dans ce cas-là, s'il y a une acceptation, on transmet copie de cette autorisation de travail au candidat qui lui ira demander un visa long séjour pour pouvoir venir en France. On n'oublie pas cette étape, il ne faut pas qu'il oublie cette étape, hein, parce que certains viennent avec un visa touristique. Non, il faut vraiment demander un visa long séjour pour venir en France. Et puis c'est bon. Faites attention à ce niveau-là, le fait d'obtenir l'autorisation de travail ne vaut pas l'obtention du visa derrière, hein. Ça peut arriver, alors c'est rare, mais ça peut arriver qu'on obtienne l'autorisation de travail et que le candidat se voit refuser un visa pour X ou Y raison. Donc il faut toujours faire un petit peu attention à ce niveau-là. Il peut parfois y avoir des mauvaises surprises. Il peut être intéressant, ça peut être intéressant dans ces cas-là, quand la personne arrive en France, de faire également vérifier son titre, son visa, pour être sûr que ce ne soit pas un faux. Ça évite de se retrouver dans des situations un petit peu dérangeantes, parce qu'on a pu voir dans quelques cas des candidats à qui le visa avait été délivré et qui sont venus avec des faux papiers. Donc il faut toujours pas hésiter à faire vérifier cela, moi qui ai une confiance totale envers la personne. C'est pour éviter de se retrouver dans une situation un petit peu délicate, parce que recruter un salarié avec des faux papiers, ça entraîne pas mal de procédures derrière. Et si jamais on peut démontrer que vous étiez un petit peu au courant, ça peut entraîner du travail dissimulé. Donc il faut faire attention à cela. Donc la procédure d'introduction, gardez à l'esprit, même chose que pour le changement de statut, opposabilité de l'emploi, demande d'autorisation de travail. On envoie tout ça au candidat qui fait sa demande de visa. Et ensuite, une fois qu'il l'a, il peut venir en France par le premier avion. Et voilà. Merci beaucoup, Kevin, c'était très clair. Nous allons pouvoir passer du coup à la question de la taxe qui nous est souvent posée du coup par les employeurs. Donc, qu'est-ce que la taxe DGFiP, s'il te plaît? Alors, la taxe DGFiP, c'est tout simplement que votre autorisation de travail n'est pas totalement gratuite. Évidemment, vous avez une taxe à payer dès lors que vous faites une demande d'autorisation de travail qui se retrouve validée derrière. Le but de cette taxe, à la base, c'est ce qu'on appelait précédemment la taxe OFII, mais maintenant elle est recouvrée directement par les finances publiques. Le but de cette taxe, officiellement, ça va être tout simplement de financer les OQTF, et donc leur accompagnement de personnes en présence de façon illégale vers leur pays d'origine. Donc c'est pour ça, officiellement, qu'on demande aux employeurs de payer une taxe lorsqu'ils font une demande d'autorisation de travail. Donc depuis le 1er janvier 2023, le fait générateur de cette taxe, c'est le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail. Ça veut dire tout simplement que si vous faites une demande d'autorisation de travail et que celle-ci n'est pas validée par l'administration, la taxe n'est pas due. Alors cette taxe qui est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du salarié, elle est pour toute embauche égale ou supérieure à 12 mois de 55% du salaire brut mensuel dans la limite de 2,5 SMIC. Si vous êtes sur un emploi temporaire entre 3 et 12 mois, cette taxe varie en fonction de son salaire et elle sera de 74 € pour un salaire équivalent au SMIC, de 210 € pour un salaire entre 1 et 1,5 SMIC et 300 € pour un salaire supérieur à 1,5 SMIC. Et pour tout ce qui est emploi saisonnier, c'est une taxe de 50 € par mois d'activité. Donc, vous avez plusieurs taxes qui vont se présenter dès lors que vous obtenez l'autorisation de travail. Merci Kevin. Vous êtes nombreux à poser des questions et je vous en remercie grandement. On va avoir un temps de réponse du coup avec Kevin à la fin de la webconférence. Si malheureusement nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, Elodie va vous envoyer un lien qui vous permettra de poser directement votre question à nos juristes experts du coup sur le sujet. Votre première question est gratuite, donc ne vous en privez pas. Je vous invite vivement à poser votre question via ce lien.
Du coup, nous pouvons passer à des cas un peu plus spécifiques, Kevin. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les dispositions applicables aux ressortissants ukrainiens, s'il te plaît? Bien sûr. Et pour rassurer, c'est un sujet qui est très très vaste, hein, donc on est obligé d'aller un petit peu vite, mais vous aurez le replay qui vous sera renvoyé derrière, et on répondra à un maximum de questions après. Donc concernant les ressortissants ukrainiens, on est sur une règle un petit peu particulière qui a été mise en place afin de pouvoir recruter des salariés, des candidats provenant d'Ukraine qui ont fui évidemment la guerre qui est actuellement en cours et de leur permettre de travailler à partir du moment où ils sont présents sur le territoire français. Donc c'est un dispositif qui est entré en vigueur le 4 mars 2022 pour une durée d'un an et qui a été renouvelé, qui sera renouvelé normalement jusqu'au 3 mars 2025. Après, arrivé le 3 mars 2025, peut-être qu'il y aura autre chose, mais pour le moment, on ne peut pas vous répondre à ce niveau-là. Donc là, dans ce cas-là, la personne, les ressortissants ukrainiens qui sont en France peuvent avoir, parce que bon, forcément ils sont en France, ils ne sont pas membres de l'espace Schengen, donc ils arrivent en France, ils font une demande d'autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois qui porte la mention bénéficiaire de la protection temporaire. Donc c'est une autorisation provisoire de séjour qui est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection. Et les bénéficiaires de cette autorisation provisoire de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. Donc il n'y a pas besoin de faire de demande d'autorisation de travail. Il suffit juste, comme n'importe quel titre dispensant d'autorisation de travail, d'envoyer copie du titre à la préfecture pour vérifier, copie de l'APS de l'autorisation provisoire de séjour à la préfecture, afin de vérifier la véracité et la régularité du séjour de la personne. À partir du moment où il est candidat, que vous voulez le recruter, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus parce que le cas des Ukrainiens pose une question assez fréquente, dans la mesure où on est sur quelque chose qui est censé être provisoire. Il peut y avoir une tentation de faire du recours à du CDD, dans la mesure où on se dit, de toute façon, la personne n'est pas forcément amenée à rester 10, 15 ans, donc on pourrait faire des CDD de 6 mois, d'un an, pour pouvoir pallier à ce côté provisoire. C'est strictement interdit. On ne peut pas utiliser un CDD pour pouvoir faire pour couvrir une période d'un titre de séjour, que ce soit pour un Ukrainien ou pour un autre. Hein. Donc, quand on veut recruter quelqu'un, à moins qu'on soit dans les motifs classiques du CDD, hein, surcroît ponctuel d'activité, remplacement de salarié absent, il faut le recruter en CDI. Ce qui entraîne des conséquences derrière, c'est qu'on va être sur un contrat qui va être plus sur du long terme que sur du court terme. Après, on va avoir beaucoup de ressortissants ukrainiens qui ont été accueillis dans des zones touristiques parce qu'il y avait des capacités d'hébergement où il y a beaucoup de contrats saisonniers qui permettent justement de leur offrir un travail. Mais dans les autres cas, il faut toujours partir du principe, il n'y a pas de contrat particulier pour les travailleurs étrangers. Donc c'est du CDI comme n'importe quel salarié et par exception du CDD lorsqu'on rentre dans un des cas qui permet de faire un recours au CDD. Merci beaucoup, Kevin. Et pour répondre du coup à vos interrogations dans le chat, effectivement, oui, pour rebondir sur ce que disait Kevin, c'est vrai qu'on va vite, on est à l'oral, mais vous recevrez le replay avec toutes les réponses de Kevin dans les jours à venir. Et surtout, vous pouvez télécharger effectivement notre guide qui reprend l'ensemble des réponses concernant l'embauche de salariés étrangers. Peut-on parler maintenant des dispositions applicables aux ressortissants algériens? Alors ça, c'est une question assez importante parce que les Algériens sont toujours un petit peu à part. Alors ce ne sont pas les seuls à être toujours un petit peu à part. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous avez une convention bilatérale avec un autre pays, cette convention bilatérale souvent ne prend pas en compte les nouveautés qui vont arriver derrière. Donc par exemple, je vous ai parlé de la liste des métiers en tension et de l'arrêté de 2021. Cette liste des métiers en tension ne s'applique pas à un certain nombre de nationalités, comme les Tunisiens, les Algériens,
parce que ce sont des accords bilatéraux qui ont été faits avant. Alors, ça n'empêche pas le préfet de, malgré tout, s'en inspirer quand il donne sa réponse, mais théoriquement, elle ne s'applique pas. Les Algériens, c'est un problème encore plus vaste parce que c'est un très vieil accord qui exclut, on va dire, presque tout ce qui est arrivé après. Donc, les ressortissants algériens, ils sont soumis à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été modifié pour la dernière fois par un avenant du 11 juillet 2001. Donc, on est sur des accords qui sont quand même assez anciens, ce qui fait donc que les Algériens, eux, quand ils viennent en France, ça va surtout être via des certificats de résidence qui vont avoir une durée de validité d'1 an ou de 10 ans. Et absolument pas les titres que les autres nationalités peuvent obtenir. Donc ils ne peuvent pas obtenir les titres de séjour mis en place par toutes les dernières lois, que ce soit les cartes de séjour pluriannuelles, étudiants au programme de mobilité, etc., etc. C'est pourquoi en fait vous avez toujours une différence entre les ressortissants, on va dire classiques entre guillemets, et le ressortissant algérien qui ont des règles particulières. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès à tous ces titres, et ça pose également un problème au niveau des titres étudiants, parce que eux, ils ont des autorisations, des titres, des cartes un petit peu particulières lorsqu'ils sont étudiants, et donc ils ne sont pas soumis aux règles des étudiants qu'on va voir tout à l'heure, parce que eux, ils ont une limite beaucoup plus importante. Ils ne peuvent travailler que 50% de la durée annuelle de travail, et même pour ça, il faut une autorisation de travail. Donc ce sont des choses, c'est quelque chose de très particulier. Les Algériens sont complètement à part à ce niveau-là, et donc d'autres règles vont s'appliquer à eux. Donc ils ne bénéficient pas de la liste des métiers en tension, ils ne bénéficient pas non plus des admissions exceptionnelles au séjour. Donc tout ce qui va être, par exemple, l'admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, ils ne peuvent pas en bénéficier. Donc eux, ils en restent sur cet accord de 68 pour pouvoir venir en France, qui a certains avantages, qui a certains inconvénients. Donc c'est quelque chose dont vous allez souvent entendre parler dans les temps qui viennent, parce qu'il y a une volonté d'un certain nombre de partis politiques de réformer cet accord franco-algérien. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est vraiment, il y a des avantages, il y a des inconvénients au niveau de cet accord. Mais ça fait que les ressortissants algériens sont soumis à des dispositifs particuliers. Et donc, eux, ils ont une carte de séjour 1 an ou 10 ans. Et donc là, dans ce cas-là, même procédure. On fait vérifier le titre auprès de la préfecture avant de recruter la personne pour s'assurer de sa véracité. Et ensuite, c'est tout. Merci beaucoup, Kevin. Donc, nous allons y venir. Tu en parlais un petit peu. Est-ce qu'on peut parler du coup des étudiants étrangers ? Exactement. Les étudiants étrangers, c'est une question qui tombe très souvent parce qu'il peut y avoir beaucoup de candidats, que ce soit pour les vacances ou aussi pour les congés d'été dans les zones touristiques, où ils peuvent être assez nombreux et ils apportent une grande aide à un certain nombre d'employeurs de ces zones. Donc, l'étranger qui va avoir une carte de séjour temporaire étudiant, son but, c'est de venir faire ses études en France, non pas de travailler. Donc, il y a une restriction qui est posée. Il faut malgré tout qu'il puisse travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et dans ce cas-là, un étudiant étranger hors algérien est autorisé à travailler en France, mais dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, c'est-à-dire 964 heures par an. Ces 964 heures, ils se remettent à zéro le jour anniversaire de l'obtention du titre. Donc, on est à 964 heures. Si on a besoin d'aller au-delà, c'est très simple, il suffit de faire une demande d'autorisation de travail sur la téléplateforme. Donc là, je vous renvoie sur les procédures qu'on a vues tout à l'heure, sachant que ça passe plutôt facilement, les autorisations de travail pour les étudiants pour aller au-delà de ces 60%. Donc voilà, très simple. Et là aussi, je le rappelle systématiquement, faites vérifier le titre de séjour. C'est un délit de ne pas le faire. Merci Kevin, c'était très clair. Nous allons pouvoir passer maintenant à notre vrai-faux. Alors, première question. Kevin, peut-on encore recruter un candidat britannique sans autorisation de travail ?
Alors là, la réponse clairement est non. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, donc ils ne peuvent plus travailler en France en tout cas, et dans d'autres pays de l'Union européenne, sans autorisation de travail. Il y a eu un accord qui a été passé, qui a mis en place un dispositif transitoire, afin de leur permettre, notamment aux ressortissants britanniques déjà présents en France, d'obtenir un titre de séjour. Ce dispositif transitoire est fini, et donc tout candidat britannique est assimilé à un ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne, et donc doit passer par la procédure d'introduction ou de changement de statut. Merci beaucoup. Un récépissé de demande de titre de séjour permet-il de travailler? Oui ou non? Alors, je vous dirais presque oui, mais aussi je vous dirais non. En règle générale, le récépissé de demande de titre de séjour permet de travailler. Donc ce récépissé, en fait, c'est lorsque on va faire notamment un renouvellement de titre de séjour, le dossier est complet, tout a été remis, et on donne un récépissé à la personne pour pouvoir justifier qu'il est en règle en cas de contrôle. Très souvent, il suffit juste de retourner le récépissé, c'est marqué dessus, autorise son titulaire à travailler ou pas. Donc en fait, il suffit juste de regarder le récépissé, notamment au dos. Dès lors qu'on est sur un titre de séjour qui permettait de travailler, très souvent, il permet de travailler. Donc il faut juste le retourner, ce récépissé. Pour information, ce récépissé est de droit. À partir du moment où le dossier est remis au complet, dans les délais, l'administration est tenue de remettre ce récépissé à la personne. Et ce récépissé, qui est valable souvent 3 mois maximum, peut être renouvelé parce qu'il y a beaucoup de retard au niveau des services de l'État. Donc parfois, vous avez des récépissés du récépissé. Donc c'est pas, ça peut arriver. Mais ces récépissés sont vraiment de droit dès lors que le dossier est complet. Autre question, il existe une rémunération minimale pour faire une demande d'autorisation de travail. Vrai ou faux? Alors, oui, de façon un petit peu logique. Pendant longtemps, et même souvent ça reste un petit peu dans l'opinion, on pense qu'il faut avoir un salaire minimum pour pouvoir avoir une autorisation de travail. Alors, pas vraiment, mais il faut respecter le SMIC ou le salaire minimum prévu par la convention collective. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de salaire minimum, à part le respect des obligations que va avoir n'importe quel salarié en France. Donc, respect du SMIC ou respect du salaire minimum conventionnel. Pour certains titres, il faut des rémunérations minimales, comme le passeport talent. Je voulais vous en parler tout à l'heure, j'ai oublié. Mais le passeport talent va imposer une rémunération minimale pour pouvoir en bénéficier. Mais ce ne sont pas tous les titres de séjour. Le passeport talent, juste pour information, c'est un petit peu la voie royale parce que c'est beaucoup plus facilement accepté. Beaucoup de préfectures ont des guichets dédiés pour les passeports talents, ce qui permet d'avoir une réponse sous 15 jours. Et le passeport talent est demandé directement par le candidat. Il n'y a pas de demande d'autorisation de travail à faire. Donc c'est un peu la voie royale, mais par contre c'est uniquement pour des salariés très qualifiés. Merci beaucoup Kevin. Dernière question, une fois l'autorisation acquise, l'employeur n'a plus de démarches à faire. Alors ça c'est faux. L'employeur a toujours des démarches à faire. Déjà, quand on est sur une procédure d'introduction, il y a une visite médicale à faire auprès de l'OFII dans les 3 mois qui suivent le début du contrat. Et même sans parler de cette visite médicale, il y a toujours des démarches à faire parce que votre autorisation de travail ne vaut pas ad vitam aeternam. À partir du moment où vous avez, très souvent c'est des titres d'1 an qui sont donnés avec, donc il va falloir penser à renouveler l'autorisation de travail. Et ce renouvellement, il faut le faire au moins 2 mois avant. Donc cette autorisation de travail ne vaut jamais ad vitam aeternam et il faut toujours être un petit peu au taquet pour s'assurer de son côté en tant qu'employeur que les démarches de renouvellement sont faites lorsqu'il y a besoin d'un renouvellement d'autorisation de travail, et également de s'assurer auprès du salarié que lui a procédé à son renouvellement de son titre de séjour, au moins 2 mois avant. Alors, la problématique, c'est que si ça n'est pas fait, il n'y a plus de titre de séjour, il n'y a plus d'autorisation de travail, donc le salarié ne peut plus travailler, et à partir du moment où un salarié n'a plus d'autorisation de travail ou de titre dispensant d'autorisation de travail, l'employeur est obligé de le licencier avec effet immédiat via une procédure d'exception, pas d'entretien préalable, rien du tout. Et en échange,
de cette absence de procédure, il doit lui verser au moins 3 mois de salaire. Donc ce sont des licenciements qui lui sont rapides, expéditifs et coûteux. Donc l'employeur a tout intérêt à s'assurer que le salarié a bien fait les demandes de renouvellement de son titre de séjour et de son côté de s'assurer qu'il n'a pas lui aussi à faire une demande de renouvellement de son autorisation de travail. Donc attention, à toujours faire attention à cela parce que ça peut être très piège et si c'est fait en retard, ça pose problème. Déjà que quand c'est fait dans les temps, ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de retard. Mais faites très attention à cela, c'est un des plus gros pièges qu'on va avoir. Merci beaucoup, Kevin. Donc, la réponse à notre sondage, et après on pourra passer à vos questions. On a un petit peu dépassé notre timing, mais on va quand même prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez les poser gratuitement à nos juristes via le lien si on n'a pas le temps de répondre à la vôtre. Donc, le sondage, un salarié avec un titre de séjour européen, non français, peut-il travailler en France? Vous avez été 70% à répondre oui et donc 29% à répondre non. Quelle est la réponse, Kevin? Et bien là, la réponse, alors même s'il y a des cas particuliers, la réponse en règle générale est non. Une autorisation de travail qui est accordée par un État membre de l'Union européenne n'est valable que dans cet État. Il y a la liberté de circulation et je pense que beaucoup en fait ont pensé à cela. À partir du moment où vous avez un titre de séjour, par exemple allemand, vous avez le droit de vous déplacer dans l'ensemble de l'espace Schengen. Mais il s'agit juste d'une possibilité de se déplacer. Et vous pouvez aller dans un autre État avec une limite, c'est que la personne ne peut rester que 3 mois dans cet autre État et doit revenir dans l'État où elle a eu son titre avant de pouvoir revenir. Donc en réalité, vous avez cette libre circulation, mais ça ne vaut pas autorisation de travail partout. Il y a quelques cas, malgré tout, quelques titres qui permettent de travailler dans un autre État. C'est tout ce qui va être carte bleue européenne, qui vont viser notamment des candidats hautement qualifiés. La carte bleue européenne, on va essentiellement le voir au niveau du passeport talent, par exemple en France. Mais en dehors de ces quelques cas, une autorisation de travail, un titre de séjour d'un État européen ne permet pas forcément permet très rarement de venir travailler en France. Ça permet juste une libre circulation avec une limite de 3 mois. Merci beaucoup, Kevin, pour cette réponse très claire. Du coup, nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. Merci beaucoup pour vos participations et vos questions. Donc, première question qui a reçu le plus de votes. La taxe est-elle due pour des titres qui ne nécessitent pas de demander une autorisation de travail, exemple passeport ou talent? Non, parce qu'à partir du moment où vous ne faites pas cette demande d'autorisation de travail, il n'y a pas de taxe, donc il n'y a pas d'engagement financier de l'employeur. Le passeport talent, l'employeur, tout ce qu'il va faire, c'est remplir un formulaire pour dire grosso modo que la personne va respecter les conditions, notamment les conditions en termes de salaire. Donc l'employeur n'a rien à faire derrière. Très bien. Une question de Audrey. Cela existait déjà en 3 lignes. Quelles sont les nouveautés de cette loi immigration et qu'est-ce qui change par rapport à avant? Alors honnêtement, le principal changement, c'est que ce n'est pas l'employeur qui en fait la demande, c'est le salarié. Parce qu'avant, on avait effectivement cette procédure de régularisation exceptionnelle par le travail qui était très peu utilisée parce que des employeurs avaient peur que ça attire l'inspection du travail parce que ça venait clairement à reconnaître qu'on faisait du travail dissimulé. Donc le fait que ce soit l'employeur qui le demande, c'était assez peu utilisé. Là, franchement, ce qui change, c'est essentiellement que c'est le salarié qui en fait la demande à partir du moment où il respecte les 3 conditions. Mais les 3 conditions sont quand même très restrictives, donc on n'est pas forcément sûr que ça ait un grand succès derrière. Mais gardez vraiment à l'esprit, la principale différence, c'est que c'est le salarié qui en fait la demande et non pas l'employeur. Merci beaucoup. Faut-il demander une autorisation de travail pour un ressortissant algérien qui dispose d'un titre de séjour d'1 an autorisant le travail et qui change d'employeur en cours de titre? Normalement, non. Et dernière question, la taxe DGFiP est-elle due pour des salariés déjà présents de façon régulière en France? L'employeur reçoit-il un document de recouvrement? Alors, la taxe DGFiP, elle est demandée lors de la première admission. Donc, une fois que le salarié a déjà eu sa première admission en France, elle n'est plus due.
Et très important parce que là, je vois une question de Jessie qui est très intéressante et qui est très régulièrement posée par nos clients sur le titre de séjour périmé et des gros retards au niveau de l'administration. Est-ce qu'on doit mettre fin à son contrat? Ben, la problématique, c'est que c'est difficile de vous répondre parce que vous pouvez pas garder le salarié qui a plus d'autorisation de travail, sauf s'il y a un document qui lui permet de prolonger les droits liés à son titre de séjour. Aucun texte vous permet de suspendre le contrat. Théoriquement, il faut procéder à un licenciement pour absence d'autorisation de travail. Après, beaucoup d'entreprises suspendent les contrats dans ces cas-là, mais c'est pas pour autant très autorisé et ça ne couvrira pas forcément en cas de contrôle de l'inspection du travail. On a un très très gros problème de retard au niveau des préfectures, ce qui entraîne ce genre de situation. Même quand tout le monde s'y prend dans les temps, on a souvent des problèmes de retard qui posent ce genre de problème. Merci beaucoup, Kevin, pour l'ensemble de tes réponses. Je vous le rappelle, vous avez vraiment toute la procédure détaillée dans notre guide embauche d'un salarié étranger hors Union européenne que je vous invite à télécharger. Elodie vous a mis le lien dans le chat plusieurs fois. Sur notre site de Jury Travail, vous avez également de nombreux modèles de contrats, de mandats et de lettres qui vont vous aider dans toute la procédure d'embauche d'un salarié étranger. Tous ces documents sont bien évidemment à jour des derniers textes de loi. Je vous invite vivement à aller y jeter un œil. Je vous rappelle également d'aller voir nos formules qui vous permettront d'avoir directement des juristes en ligne comme Kevin, si vous le souhaitez, qui pourront vous conseiller vraiment sur les spécificités de votre entreprise et les cas que vous pouvez rencontrer. Je vous remercie infiniment de votre participation à notre webconférence. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, merci à vous. Pour toutes ces réponses et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui sera sur les accidents du travail avec notre juriste Alexandra Marion le 25 avril à 14 h. Merci beaucoup encore et à très bientôt sur Jury Travail. À bientôt.